Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une source qui est une véritable capsule temporelle d'un moment de panique financière. C'est ça, un article de blog du 23 novembre 2025. Le titre, c'est Dimanche apéro. Voilà, le titre est super détendu, mais alors le contenu beaucoup moins. Il décrit un vrai carnage qui frappe en même temps et avec une violence assez rare, les cryptos et la bourse tradie. Exactement. Notre mission aujourd'hui, on va décortiquer cette tempête, essayer de comprendre pourquoi tout s'effondre en même temps, et puis analyser comment les gens réagissent quand le sol se dérobe sous leurs pieds. Et c'est une source fascinante parce qu'elle capture vraiment ce moment précis où le vernis de l'euphorie se fissure de partout. On ne parle pas d'une petite baisse, hein. Non, là c'est autre chose. C'est une chute qui efface une année entière de gains sur certains actifs. Psychologiquement, c'est juste dévastateur. Mhm. Mais au-delà des chiffres, ce que l'analyse met en lumière, c'est la mort d'une idée, peut-être même d'une illusion. Laquelle? Celle que la crypto était un monde à part, un refuge décorrélé de la finance classique. Novembre 2025, c'est le mois où cet espoir a vraiment volé en éclats. Ah oui, On découvre que non seulement tout est lié, mais que les deux mondes peuvent s'entraîner l'un l'autre vers le fond. la fin de l'illusion. La formule est forte. Et pour comprendre ça, rien de tel que de regarder les chiffres. Et là, le tableau de bord, il est rouge vif. Carrément. La source parle d'un cauchemar, et c'est pas une exagération. Le Bitcoin, le roi du marché, il est passé sous la barre très symbolique des 8500 $. L'article le mentionne à 8300. Exactement. Et pour bien mesurer l'impact, ça annule d'un seul coup tous les gains de 2025. On revient, en gros, à la case départ. Et il n'est pas tout seul dans sa chute, loin de là. C'est ça qui est systémique. L'Ethereum, le numéro 2, est lui aussi passé sous un seuil psychologique majeur. Les 3000 $. Oui, celui des 3000 $. Et quand ces deux géants flanchent comme ça, c'est tout l'écosystème qui tremble. Ces seuils, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des barrières mentales. Une fois qu'elles cèdent, la peur a tendance à s'accélérer. C'est exactement ça. Et ce qui rend la situation si particulière, c'est que cette peur a traversé la frontière, a priori étanche, vers les marchés traditionnels. Ce n'est pas juste une crise crypto. Non, pas du tout. La source est très claire. Le CAC 40 à Paris, moins 2,3% sur la semaine. Il repasse sous les 8000 points. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est pire, le S&P 500, moins 2,9%, et le Nasdaq, gorgé de tech, plonge de 4,1%. C'est un incendie qui se propage partout. On a l'impression qu'il n'y a plus de cloison. Et il faut mettre ces pourcentages en perspective. Pour le Bitcoin, cette chute à 83 000 $, ça représente une perte de plus de 30% par rapport à son sommet historique d'octobre. Il était à 126 000. Oui, 30% en à peine un mois, c'est une correction d'une brutalité extrême. En valeur absolue, le chiffre donné dans la source, il donne le vertige. 1200 milliards de dollars de capitalisation effacée sur le marché crypto. 1200 milliards. C'est le PIB d'un pays comme l'Espagne ou l'Australie qui part en fumée en quelques semaines. Voilà. Ça montre à quel point cette richesse, pour une grande partie, était encore virtuelle, presque théorique. Elle est apparue très vite et elle peut disparaître tout aussi vite. C'est la nature de ces actifs. Mais le point crucial de l'analyse, la vraie leçon de ce mois de novembre, c'est cette preuve irréfutable de l'interconnexion. La grande thèse des débuts de la crypto, c'était l'or numérique, un actif refuge qui te protégerait quand la bourse s'effondre. Or, ce qu'on voit ici, c'est l'exact inverse. C'est ça. Quand Wall Street tangue, À cause de ses propres angoisses, la crypto ne flotte pas, elle coule avec, et souvent plus vite et plus profond. L'idée de l'île au trésor crypto est morte. C'est devenu un quartier, peut-être un peu plus risqué, de la grande métropole financière mondiale. Et quand la tempête frappe la ville, tout le monde est mouillé. d'accord. Donc, si tout le monde est dans le même bateau, quelle est la nature de cette tempête? La source parle d'un cocktail de facteurs assez détonnants, une sorte de tempête parfaite. Oui, qui se préparait en coulisses. D'abord, il y a le contexte macroéconomique général qui est lourd. Très lourd. L'article pointe du doigt le plus long shutdown américain de l'histoire. C'est la paralysie d'une partie de l'administration fédérale. Ça pèse sur l'économie, mais surtout, ça détruit la confiance. Et en plus de ça, En plus de ça, il y a le brouillard total autour de la politique de la Réserve fédérale, la Fed. Les marchés, ils ont besoin d'être rassurés, et là, la Fed semble naviguer à vue sur les taux d'intérêt. L'incertitude, c'est le pire poison pour un investisseur. et comme si ça ne suffisait pas, on a une couche d'agitation politique. L'auteur mentionne les tweets de Donald Trump qui s'en prend personnellement et publiquement à Jérôme Powell, le patron de la Fed. Ce qui est de l'huile sur le feu.
Exactement. Ce genre d'attaque contre l'indépendance de la banque centrale la plus puissante du monde, dans un climat déjà incandescent, c'est terrible. Ça, c'est le décor en quelque sorte. La scène est prête pour un drame. Mais la source identifie aussi l'arme du crime, le mécanisme interne au marché crypto, qui a transformé une simple baisse en carnage. Les liquidations massives? Précisément. C'est un point un peu technique, mais il est absolument essentiel pour comprendre la violence de la chute. Quand on entend liquidation massive, on imagine des milliers de traders qui cliquent sur vendre en paniquant. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus mécanique, de plus froid, non? Exactement. Il ne s'agit pas de choix, mais de contraintes. On parle d'investisseurs qui utilisent des effets de levier. L'idée est simple, on emprunte de l'argent pour parier plus gros que sa mise. Et la source parle de levier extrême, fois 20, fois 50. Oui, ça veut dire qu'avec 1 000 $, on investit comme si on en avait 50 000. Si le marché monte, les gains sont démultipliés. Mais s'il baisse, même un tout petit peu, La position est automatiquement fermée liquidé. pour rembourser l'emprunt. On perd tout. Et la plateforme de trading vend les actifs de force sur le marché pour se couvrir. C'est ça. Et cette vente forcée fait baisser le prix, ce qui déclenche la liquidation d'autres personnes qui avaient placé leurs limites un peu plus bas, et ainsi de suite. C'est un effet domino. Une spirale mortifère. L'auteur a une image assez parlante. Oui, il compare ça à jouer au casino ou parier toute sa paye au PMU. Ce n'est plus de l'investissement, c'est du jeu pur. Et les chiffres sont juste ahurissants. Plus de 20 milliards de dollars liquidés depuis début novembre. Avec une journée noire, le 18 novembre, Oui, 1,3 milliard liquidés en 24 heures. C'est cet accélérateur qui a transformé la peur en panique totale. on a donc une panique généralisée, nourrie par des ventes forcées. Mais ce qui est complètement fou dans cette histoire, et c'est peut-être le point le plus surprenant de l'article, c'est qu'au milieu de cet incendie, une entreprise a publié des résultats qui auraient dû, en théorie, jouer les pompiers. Ah oui, Nvidia. C'est un cas d'école fascinant sur la psychologie des marchés en crise. Le géant des puces pour l'IA. Voilà, ils ont sorti des résultats pour leur 3e trimestre, qualifiés d'époustouflants. On parle de 57 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une croissance de 62% sur un an. Pour une entreprise de cette taille, c'est phénoménal. Et il ne s'arrête pas là. Pour le trimestre suivant, il prévoit 65 milliards. N'importe quel jour normal, une nouvelle pareille aurait provoqué une vague d'euphorie partout. Et c'est ce qui s'est passé, pendant 24 petites heures. Seulement 24 heures. Oui, la source décrit ce mécanisme à la perfection. Le marché a d'abord applaudi. Puis, quasi immédiatement, les investisseurs ont commencé à vendre, massivement. Résultat, le lendemain, le S&P 500 a rechuté de 1,6%. La bonne nouvelle a été digérée et recrachée en un temps record. C'est ça. D'accord. Mais attends, si je comprends bien, on a la meilleure nouvelle économique possible venant du secteur le plus porteur, et la réaction finale du marché, c'est de vendre. Comment c'est possible? La source donne un nom à ce phénomène très étrange. L'AI fatigue. La fatigue de l'intelligence artificielle. L'AI fatigue. Ce n'est pas que les gens ne croient plus en l'IA, c'est qu'ils commencent à en avoir peur. Peur que toute l'économie, que toute la performance des marchés ne repose que sur ce seul pilier. D'accord. La réaction des investisseurs, c'est « ces résultats sont incroyables, mais ils sont peut-être le sommet de la montagne. C'est le signe d'une bulle. Il faut vendre maintenant, avant que tout n'éclate. » Donc la force de Nvidia, au lieu de rassurer, a paradoxalement mis en lumière la fragilité de tout le reste. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. C'est la peur de la concentration du risque. Le marché se voit comme un acrobate sur un fil. Et le fil, c'est l'IA. Même si le fil est solide, l'acrobate est le vertige. Cette nouvelle exceptionnelle de Nvidia n'a pas rassuré sur la solidité du fil. Elle a rappelé à tout le monde qu'il n'y avait pas de filet de sécurité en dessous. C'est un signe de très grande nervosité. Oui, le marché n'arrive même plus à se réjouir des bonnes nouvelles. Ce qui nous amène à la dimension humaine. Face à ce chaos, à cette psychologie de marché à vif, comment réagissent les acteurs? L'article dresse des portraits très contrastés. Oui, d'un côté, il y a ceux qui courent vers l'incendie avec des extincteurs, et de l'autre, ceux qui courent vers l'incendie avec des jerrycans d'essence pour tout acheter. Et la figure de proue de cette deuxième catégorie, c'est Michael Saylor et son entreprise MicroStrategy. Ah oui, lui, c'est un personnage emblématique du monde Bitcoin, une sorte de croyant ultime. Alors que tout le monde vend dans la panique, son entreprise fait l'exact opposé. Elle achète. La source est précise. 8178 bitcoins de plus, pour 835 millions de dollars. C'est une audace folle.
Et l'auteur de l'article ne manque pas de souligner un détail ironique. Le prix d'achat moyen de cette transaction était de 102 000 $ par Bitcoin. Alors qu'au moment où l'article est écrit, le cours est déjà bien en dessous, à 83 000. Voilà. Il a donc acheté en pleine chute, mais bien au-dessus du prix actuel. L'auteur qualifie ça de stratégie de génie, mais on sent une pointe de sarcasme, non? Oui, un peu. Mais c'est un pari sur une autre échelle de temps. Saylor, lui, il ne s'intéresse pas au prix de demain ou de la semaine prochaine. Il parie sur celui de dans 10 ans. Il est convaincu que toutes ces fluctuations ne sont que du bruit. Il a d'ailleurs son tweet qui est cité. Oui, orange est la couleur de novembre, en référence à la couleur du logo Bitcoin. C'est sa manière de dire « Vous voyez un bon sang, moi je vois une période de solde ». C'est une conviction fascinante. On se demande si c'est du génie visionnaire ou un entêtement presque religieux. L'histoire le dira, mais à l'opposé de cet optimisme d'acier, on trouve la grande masse des investisseurs pris dans le doute et la peur. Et la baisse générale. Oui, l'article mentionne l'action Tesla, autre actif fétiche, qui chute de 4,36%. Les autres cryptos, Dogecoin, Solana, sont décrites comme étant en pleine déroute. La stratégie de Saylor, c'est vraiment l'exception. La norme, c'est la panique. Ce qui amène à la question à 1 million de dollars, que la source pose clairement, est-ce que c'est une simple correction, une purge saine, ou est-ce le début d'un vrai bear market? Un marché baissier qui pourrait s'installer pour des mois. Et la seule réponse honnête qu'on trouve dans l'article, c'est que personne n'en a la moindre idée. C'est le brouillard le plus complet. C'est ça qui nourrit l'angoisse. Exactement. Les analystes sont en totale contradiction. Certains prédisent une chute continue du Bitcoin vers 81 000, d'autres parient sur un rebond imminent. Cette divergence montre que les anciens modèles ne fonctionnent plus. Personne n'a de boussole. On se retrouve donc avec le dilemme terrible de l'investisseur moyen, qui est complètement perdu. Vendre pour stopper l'hémorragie, conserver le fameux hodl en serrant les dents, ou être encore plus courageux et acheter plus bas. C'est exactement ça. Et la source conclut sur ce point en disant que la seule certitude, c'est l'incertitude elle-même. Pour des millions de personnes qui sont entrées sur ces marchés pendant la phase d'euphorie, c'est un baptême du feu d'une violence inouïe. Bon, si on devait synthétiser, pour conclure, que faut-il vraiment retenir de cette plongée dans ce funeste mois de novembre 2025? Je retiendrai 3 points. Le premier, c'est un rappel à l'humilité. Les marchés nous ont rappelé que ce qui monte peut très violemment redescendre. L'euphorie n'est jamais un état permanent. C'est clair. Le deuxième point, qui est sans doute le plus structurant pour l'avenir, c'est cette fameuse interconnexion. C'est acté. Oui, le rêve d'une cryptonation indépendante est terminé. La crypto est maintenant une province de l'empire financier mondial. Elle obéit aux mêmes lois, aux mêmes peurs. Et le troisième? Levier comme la peste. C'est ce qui transforme une mauvaise passe en une ruine personnelle. La conclusion, c'est un appel au sang-froid, malgré la douleur bien réelle des portefeuilles. Et pour laisser notre auditeur avec une dernière pensée, il y a un détail mentionné presque en passant dans la source, mais qui est incroyablement révélateur. Ah oui. L'article note que cette même année, Donald Trump a empoché plus de 800 millions de dollars grâce à ses propres projets crypto. Pendant qu'il critique la Fed et que l'investisseur lambda, lui, voit son portefeuille fondre comme neige au soleil. C'est un contraste qui donne à réfléchir bien au-delà de l'analyse de marché. Oui, ça pose une question fondamentale pour l'avenir de cet écosystème, qui se veut plus ouvert et démocratique. Dans un monde financier aussi jeune, aussi peu régulé, aussi volatile, comment fait-on la différence entre les projets technologiques qui construisent l'avenir et les opérations d'enrichissement rapide qui profitent avant tout à des acteurs déjà puissants et connectés? Discerner le signal du bruit? L'innovation, de l'opportunisme, c'est peut-être le plus grand défi pour quiconque s'intéresse à cet univers.